Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji pour l'épisode 22 de SNK Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Alors oui, c'est un épisode moins intéressant que les épisodes 20 et 21 qui étaient exceptionnels. Oui, ça reste, je pense, parmi les meilleurs épisodes de l'attaque des titans, avec plein d'informations, des secrets, etc. C'était la folie. Là, ça se ralentit bien comme il faut, même s'il y a toujours de l'action. On voit toujours des titans, du combat, le grand terrassement est toujours là, mais il reste très loin. La seule fois où on voit Eren, c'est au début de l'épisode, donc ça peut être décevant pour certains. À l'époque, lorsque j'ai lu le manga, oui, j'ai trouvé ça un petit peu décevant, mais en fait, lorsqu'on prend du recul, il y a une nécessité à tout ça. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui, mais un indice que je vous donne, c'est pour confronter le choix d'Eren. Il a fait le choix de lancer le grand terrassement, et ben aujourd'hui, on va raconter une histoire qui va montrer qu'il y a d'autres possibilités. On va montrer d'autres points de vue et du coup on va pas forcément suivre Eren. C'est ça l'utilité de ce passage. Alors déjà, bravo Mappa qui nous propose un très bel épisode. Et oui, parce que c'était ma peur de revoir un petit peu ces épisodes dégueulasses de la partie 1. Désolé de le dire comme ça, mais franchement, c'est le souvenir que j'en garde. Ce filtre jaunâtre dégueu, ces personnages qui étaient pas bien dessinés, c'était pas bien animé, ces passages où on voyait Gabi, Falco dans la forêt, Eren qui frappe Armin, etc. C'était des passages parfois intéressants, mais c'était pas beau, et du coup j'en garde pas de bons souvenirs, et c'était ma peur justement de retrouver ces passages-là, parce que Mappa, en fait, ils ont ce procédé de mettre un staff moins important sur les passages de l'histoire qui sont un petit peu plus calmes. Donc ils mettent, excusez-moi, moins de personnel, moins de main-d'œuvre à la production, et ça se ressent tout de suite. Du coup, c'était une de mes craintes. Est-ce qu'on allait avoir ça aujourd'hui ? Eh ben, écoutez, c'est un bon signe pour cette partie 2 parce qu'ils se sont appliqués sur cet épisode. Même si ça ralentit, ils se sont vraiment appliqués. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ces couleurs rougeâtres, alors ça correspond beaucoup plus au style de Mappa. On a le ciel qui devient tout rouge. On dirait que le soleil est en train de se coucher, chose qu'on ne remarquait pas dans le manga. Et ça vient rappeler la couleur du sang, le contexte sanglant du grand terrassement, ce génocide, ça colle bien, et du coup, qui dit soleil qui se couche, dit moins de lumière et des ombres beaucoup plus prononcées, on le voit sur les personnages, notamment Kaya, je crois, voilà, ce passage-là, regardez comment c'est sombre, on voit presque rien, tellement c'est exagéré, et ça colle au contexte qu'il est aussi. C'est un contexte très noir, immoral, voilà, avec ce grand terrassement qui est enclenché, c'est pas une belle histoire qu'on suit, c'est quelque chose d'horrible. Et c'est là où je comprends ce choix de Mappa, avec ses couleurs un petit peu plus ternes depuis la partie 1. Ça se ressent maintenant en fait, c'était cette finalité, ce grand terrassement, il fallait mettre un contexte moins joyeux que l'époque paradis, c'était beau, on en prenait plein les yeux, même si ça restait une histoire dure. Mais voilà, c'était beaucoup plus agréable à l'œil. Là, c'est autre chose qu'on nous raconte. C'est plus paradis, c'est plus l'île du paradis, c'est un petit peu l'île de l'enfer maintenant, ce qu'on ressent avec cet épisode. En tout cas, bravo à Mappa qui s'est appliqué. J'espère que ça va continuer comme ça sur les épisodes qui sont un petit peu plus plats. Et vraiment, c'est une bonne chose. Voyez à la fin d'épisode, ce gars à lunettes là qui utilise l'équipement de manœuvre tridimensionnelle. Vraiment, je connais même pas son nom, c'est pour vous dire, mais le gars, lorsqu'il se lance, c'était magnifique. Il y avait une belle animation fluide, la caméra qui bougeait, qui tournoyait autour de lui. Ça m'a rappelé ce qu'on voyait dans la saison 1, cette séquence avec Eren qui danse dans les airs et Mikasa qui tourne autour de lui, la caméra qui voltigeait, c'était magnifique, c'était fluide à l'extrême au point qu'on pouvait revoir la séquence des dizaines de fois et on se lassait pas. Ça m'a rappelé ça aujourd'hui. C'est-à-dire un petit peu ce genre de procédé très travaillé, mais c'était pour une toute petite séquence, quoi, pour un personnage très secondaire. Donc c'était étonnant. Moi, je prends ça comme une bonne nouvelle pour la suite. Et cette OST que j'aime beaucoup,
qui était présente dans la saison 2 avec Historia qui venait sauver Ymir dans l'avant-dernier épisode ou le dernier je crois. On l'a entendu qu'à cette fois-là. Cette musique, eh ben là, on la retrouve aujourd'hui. Ça rajoute de la classe pour Chardiz et les autres personnages, Mikasa et tout, qui affrontent les titans. Donc c'est le passage avec du combat dans cet épisode 22. Aussi, le clin d'œil à Saul Goodman. Alors ça a été bazardé, oui. Ce personnage de Breaking Bad, Better Call Saul, deux séries excellentes, ben Isayama en fait avait fait un titan qui ressemblait à Saul Goodman. Et dans cet épisode, on le voit ce fameux titan, mais on le reconnaît plus en fait. J'ai l'impression que pour des raisons de droit d'auteur ou je ne sais quoi, ils ont bazardé ça. Écoutez, c'est pas très grave, mais pour reconnaître vraiment ce caméo, faut lire le manga. Maintenant, pourquoi l'auteur Isayama a écrit ce passage ? Pourquoi, alors qu'il était au sommet de son art, ces chapitres-là, hein, ça reste parmi les meilleurs de SNK, hein, pourquoi d'un coup il a décidé de raconter quelque chose de moins intéressant, de s'éloigner d'Eren, de mettre moins d'action et plus de dialogue ? Ben, tout ça c'est pas innocent. On a un personnage, Eren, protagoniste principal, qui commet une atrocité qui lance ce grand terrassement. C'est immoral au possible, c'est une horreur, et du coup il faut confronter ce fait avec d'autres personnages. Donc déjà, le terrassement se lance, mais les titans ils courent pas, ils marchent lentement, donc ça nous permet d'avoir du temps pour le reste, pour raconter autre chose, et notamment montrer ces personnages secondaires qui ont chacun leur vécu, leur point de vue, leur histoire, leur philosophie. Du coup, tout cela se confronte dans cet épisode. En fait, pour résumer, c'est un passage qui vient raconter le bien et le mal, de diverses façons. On a notamment Falco, qui est pris en otage par Connie pour essayer de sauver sa mère. C'est ultra immoral. Utiliser un enfant de la sorte, voilà. Pixis, qu'est-ce qu'on fait, le grand chef ? Est-ce qu'on l'abat ? Est-ce qu'on oublie le fait de le ramener avec un titan primordial, voilà, à tuer celui qui a été leur leader pendant très longtemps, etc. Kaya, qui sauve Gabi, qui fait le choix du pardon d'un coup. Frock, à la fin d'épisode, qui veut abattre tous les sympathisants de Yelena. Donc, ces notions de bien et de mal, en fait, sont très présentes dans cet épisode, avec différents personnages, et tout ça, ça s'affronte. Ça vient notamment apporter un petit peu plus de nuances, notamment avec Eren. Je reviens là-dessus, il y a une réflexion parallèle qui s'enclenche au grand terrassement. Donc on montre des personnages qui choisissent le pardon, qui choisissent la paix et le dialogue, comme Kaya, qui est sauvée par Gabi lorsqu'elle tire sur ce titan. Et ensuite, cercle vertueux, c'est Kaya qui sauve Gabi, avec ses soldats eldiens qui arrivent au-dessus des toits et qui menacent Gabi. Donc vous voyez, on vient nous expliquer qu'il y a d'autres solutions. L'auteur surtout, il vient nous dire à toi lecteur, toi spectateur, ne crois pas que Eren a fait le bon choix. C'est pas parce qu'il s'agit du personnage principal qu'il faut absolument le suivre. C'est pour cela que ce passage arrive juste après. C'est pour cela aussi qu'on a Gabi qui s'attache les cheveux face à la glace, tout comme Eren quelques épisodes en arrière, souvenez-vous, dans la prison. C'est la même séquence, sauf que cette fois-ci c'est Gabi, donc c'est pour nous expliquer que ce sont deux personnages qui se ressemblent beaucoup. Il y en a un qui a pris le choix de tomber dans les ténèbres complètement, hein, pour faire le grand terrassement, et il y a Gabi qui a fait ce choix à un moment, qui a tué Sacha, qui était perdu dans son idéologie très sombre, et qui fait le choix de revenir, de comprendre l'autre, de dialoguer, de pardonner, de choisir la paix tout simplement, d'aller de l'avant. Et c'est là où les deux points sont en vraie confrontation. C'est pas évident, je pense, à saisir parce que voilà, c'est pas l'auteur qui dit lui-même, voilà, qui va expliquer toute son histoire, ce sont les personnages qui s'expriment, qui montrent leur point de vue, qui essayent d'arrêter les événements. Donc c'est au lecteur, au spectateur de comprendre tout cela, et du coup il faut pas zapper ces passages-là. Il faut pas se dire ouais c'est juste ça, ok ils ont tué 2-3 titans, ils sont sortis vivants, ok c'était ça l'intérêt. Non, il y a aussi des réflexions morales derrière, et je pense que ça a échappé malheureusement à beaucoup de gens.
Alors, en somme, Isayama, il nous montre ces différents points de vue et que la solution la solution du grand terrassement aurait pu être évitée si les gens ne se laissaient pas dominer par leurs peurs et leurs préjugés. Vous voyez, on a notamment ce dialogue, encore une fois, sur cette notion de bien et de mal entre Nicolo et Gabi. Nicolo qui vient souligner ce démon, c'est-à-dire le mal, il est en chacun d'entre nous. Gabi qui surnommait tout le monde démon, comme si le mal était ailleurs et elle n'était pas concernée. Non, là, il y a plus de nuances. C'est là, on arrive à la fin de son développement. C'est pour cela qu'on racontait tout ça avec ce personnage, Gabi. Quelle était l'utilité de la montrer dans la forêt, etc. C'était pour raconter un personnage qui comprend ses erreurs, qui avait une idéologie erronée et qui a la force de le reconnaître et d'aller de l'avant. Voilà, c'est ça toute l'utilité de ce personnage et on le comprend maintenant. Et donc dans ce dialogue avec Nicolo, le démon, ça fait référence à cette part de mal qui est en chacun d'entre nous. Mais c'est pas une fin en soi. On peut aussi faire du bien. On peut montrer qu'on est capable de faire du bien et du coup de s'attirer la sympathie des autres. Dans cette histoire, tout est fait encore une fois pour montrer la violence. Voilà. Le reste du monde ne comprenait pas, ils n'auraient pas pu comprendre, etc. Donc, faut forcément un grand terrassement. Mais on vient nous raconter qu'il y a d'autres possibilités, même si le monde semble destiné à se faire la guerre jusqu'à la fin, et je parle du vrai monde, eh bien, malgré tout, il y a des possibilités et c'est l'être humain, au final, qui aura refusé de saisir ces occasions de faire la paix, de pardonner. Voilà un petit peu ce que je dégage de tout ça. Alors, j'en ai des frissons rien que pour vous dire, mais c'est important parce que, vous voyez ces figures importantes, comme Eren, protagoniste, personnage principal, on se dit donc forcément il faut le suivre. Eh bien, Isayama, c'est un de ces auteurs qui va au final corrompre son personnage, raconter quelqu'un qui se perd, qui choisit les ténèbres. C'est pas commode, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, donc c'est un choix audacieux. Dans une de mes vidéos, je vais vous raconter un what if, que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Pourquoi on n'aurait pas choisi un autre personnage pour commettre le grand terrassement comme Sig? On aurait très bien pu raconter un Sig complètement fou, d'ailleurs ça correspondait à sa personnalité au départ, avec ses rochers qui balançaient, etc. Il tuait les Eldiens par centaines, par milliers. On aurait très bien pu raconter ce personnage qui décide de commettre le terrassement, et c'était lui l'antagoniste. Mais en fait, il a fait le choix de raconter Eren qui fait ça, donc c'est d'autant plus courageux, mais c'est pas parce qu'il a choisi ce personnage qu'on doit être du côté d'Eren, qu'on doit accepter le génocide. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est inacceptable, c'est immoral, ça peut pas être justifié, et c'est là où beaucoup de gens se sont perdus, en fait, ils se sont contentés de suivre une figure importante, comme on le voit en politique au quotidien et je ne sais quoi. Donc écoutez, je crois vous avoir tout dit, on va terminer avec Annie, ce personnage qu'on revoit. Alors ça, c'est une des spécialités d'Isayama. On te balance une piste d'intrigue loin en arrière, en saison 1, et elle continue en saison 4 à la toute fin. Mais c'est un truc de fou, quoi. Donc Annie, ça y est, on la retrouve enfin en chair et en os, et pas en flashback. Donc on peut se poser des questions. Quel va être son rôle? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va rencontrer les autres? Est-ce qu'elle va les retrouver? Est-ce qu'il va y avoir confrontation ou pas? Donc il y a encore une fois des pistes de réflexion là-dessus à explorer. Je remercie, comme d'habitude, les membres soutiens pour votre participation. Écoutez, voilà, ça s'accélère, SNK, j'ai hâte de voir la suite. On arrive vraiment à la fin, je pense que c'est parti pour avoir un film là. C'est quasiment sûr pour avoir quelque chose d'autre en tout cas, parce qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Merci et à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.